Vous avez couvert plusieurs pays. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? C'était par pays ou vous aviez une zone globale? Bon, tout d'abord, on apprend le métier comme analyste. Et ça, c'était une des forces des services français. Et les États-Unis ont séparé l'exploitation, ce qu'on appelle l'exploitation du renseignement, de la recherche du renseignement. Bon, ils ont des effectifs, ils ont des méthodes différentes, etc. Nous, c'était une petite maison, 3200, je crois, à l'époque, ou 3500. Et on commençait tous par l'analyse, ce qui permettait à un fonctionnaire de la DGSE ou à un militaire d'apprendre le métier de rédaction, et surtout, tout lui arrivait, tout lui parvenait du Quai d'Orsay, de la maison, des Échos, et voilà. Et ensuite, il savait, une fois qu'il était en poste à l'étranger, il savait ce qu'on attendait de lui de l'autre côté, c'est-à-dire de fournir des notes, des informations qui étaient exploitables. Absolument. Voilà, donc, si vous voulez, on apprend d'abord. Moi, j'ai commencé, par exemple, sur le Tchad et la RCA. Bon, ben voilà, je travaillais, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Ça, c'était le lot commun. Chacun avait traité d'un ou deux pays. Puis après, quand vous partez en poste, il y avait plusieurs formules dans la direction du renseignement que connaît bien Monsieur Juillet. Moi, mon premier poste, je suis parti au Niger. On est deuxième secrétaire, quoi. C'est formidable. Tout le monde, vous avez 9 chances sur 10 de savoir qui fait partie de quel service. Oui, et pour enfoncer le clou sur l'annuaire diplomatique, ce que l'on appelle un annuaire diplomatique, vous avez le nom et la fonction de chacun des diplomates, et quand c'était quelqu'un de la maison, il y avait écrit deuxième secrétaire, et pour être sûr, entre parenthèses, détaché. Vous voyez, donc, je veux dire, c'était de ce côté. Mais ça valait pas que pour les Français. J'ai connu des deuxièmes secrétaires américains, deuxième secrétaires algériens. Voilà, toute blague mise à part, on était dans l'ambassade, on avait une couverture diplomatique, et avec des variantes proches des services locaux, enfin bref, avec des variantes. Et on faisait de son mieux pour adresser à la centrale. Voilà. Et vous n'empiétez pas, par exemple, sur le poste d'attaché militaire, par exemple? Non. C'était deux fonctions bien différentes. Non, pas du tout, l'attaché militaire. À l'époque, la DRM n'existait pas, ou a été créée peu après. Il y avait le CERN, le Centre d'études et de renseignement militaire, puis la direction du renseignement militaire. Certains attachés de défense se sont un peu fourvoyés, ont suivi un peu l'exemple des ambassadeurs, mais là je parle plus de 85, je parle de 90. Et on commençait à recevoir les opposants, écouter. Et ça a été très très mal perçu par les dirigeants du moment. Donc il y a eu quelques petites histoires. À une époque, pratiquement c'était le même, mais dès qu'on a fait la DRM, la partie militaire était faite par les gens de la DRM. Il y a suffisamment d'activités à côté. Comment vous avez ressenti cette évolution progressive? Est-ce que, en définitive, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est la France qui a de moins en moins compris l'Afrique? Ou est-ce que l'Afrique évoluant, on n'a pas su réagir, on n'a pas su évoluer, nous aussi, pour les suivre? Est-ce que c'est parce qu'on les a pas assez accompagnés dans leur évolution, ou simplement parce qu'on ne se comprenait plus? Et il y a eu un peu des deux, et moi, la première fois que je me suis rendu compte qu'il commençait à y avoir un problème, c'est en 94, quand j'ai été muté auprès du président Déby. Oui. Alors là, je vous parlais de deuxième secrétaire, mais il y avait également d'autres postes auprès des présidences. C'est là que j'ai senti, je vais vous dire, et j'en fais état dans le livre d'ailleurs. Déjà, le président Mitterrand, ou ses spécialistes de l'Afrique, promettait un désengagement et prenait un désengagement de tout ce qui était proche des présidents pour ne pas choquer la communauté internationale. En clair, nos adversaires, en règle générale. Américains ou... Donc, ça, c'était clair et net, j'en fais état dans le livre, et je rapporte ce que les spécialistes prônaient. J'en ai eu, moi, la démonstration où, au Tchad, depuis 4-5 mois, le préfet vient, le directeur général vient à N'Djamena voir le président, le chef du SA de l'époque, qui devait passer des hauts, surtout très vite, et moi-même, nous dînions, et au cours de ce dîner, je m'étais permis, étant commandant, évidemment, j'avais pas la même aura, j'avais pas les mêmes brevets, j'avais rien de tout ça, mais je me suis permis de dire au préfet que ça me paraissait quand même un peu osé, à quelques mois, semaines, on savait pas trop quand, des premières élections dites démocratiques du Tchad,
de tout d'un coup fiche le camp et laisser le terrain en friche. Donc là, le préfet de Berzane m'a donné, était de mon avis, et ce qui a permis, je pense, d'ouvrir pendant de longues années une relation un peu difficile avec ce chef du SA, voilà, parce qu'il s'était fait un petit peu contredire là-dessus. Bon, bah, c'est clair qu'il s'était en opposition totale. C'est comme ça. Là, j'ai senti, c'est pour ça que je répondais à votre question, que là, je ne comprenais plus. Là, on arrive, parce que ça n'a pas été sans difficulté en plus, à avoir ce poste auprès de Déby. Là aussi, il y avait eu des tentatives. Mais ce que je veux vous dire, c'est que déjà, donc, fin 94, il y avait déjà... le verre était dans le fruit. Et alors, vous avez vu en même temps, parce qu'il y avait nous, mais il y avait aussi les autres pays étrangers qui étaient autour et qui exerçaient leur influence sur le coin et qui essayaient de prendre notre place, il faut dire la vérité, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Oui, ça c'est une chose que j'ai du mal, sincèrement, ça me fait de la peine presque, je serais tenté de dire, de voir combien en ce moment il y a une conjonction, mais un faisceau d'attaques de multifronts dans tous les coins, de tout ce qu'on a fait qui est abominable, y compris par une partie de la diaspora africaine française, qui reprend, et y compris même par des Français qui se repentent dans le même temps. En ce moment, on est ce que j'appelle dans l'œil du cyclone. Je pense qu'en ce moment, il faut mieux attendre que ça passe un peu. Mais pour en revenir à votre question, bien évidemment, la Chine, par exemple, l'ambassadeur me dépêchait en Chine quand j'étais à Niamey parce que ça n'intéressait pas. On avait on avait un peu de kung-fu, un peu de danse et puis tout. Ça représentait pas grand-chose. La Russie non plus. La Russie, elle avait des terres sur lesquelles elle avait été et sur lesquelles elle revient d'ailleurs en ce moment. Non. Pour moi, alors là, j'aime beaucoup nos amis américains et nous leur devons beaucoup. Mais sur l'Afrique, je m'en tiendrai à l'Afrique et l'Afrique francophone, les coups les plus bas sont venus d'eux. Et il y en a un, alors là, je vous dis là, le grand tournant pour moi, c'est les Américains qui ont, en plus je le mets dans le livre d'ailleurs, je suis allé à l'anglais pour discuter avec les Américains, essayer un petit peu de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Il dit, la France, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est favorable à des élections. Bon, ça avait le mérite peut-être de ne pas avoir Kabila, le reste. Bon. Et celui qui se présentait comme étant le meilleur à l'époque, et francophile à l'époque, était M. Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. J'ai tout de suite compris que c'était pas la peine. Ils ont joué la carte Kabila alors qu'on savait que c'était un bandit, Laurent Désiré, qui avait écumé le Kivu, qui était un disciple de Lumumba, un admirateur de Mao, et puis surtout un affairiste douteux. Et Joseph Kabila, lui, il était avec les Rwandais, il faut savoir au départ, il était avec les Rwandais quand il y a eu l'attaque au Rwanda. L'affaire du Rwanda, Kabila était avec Kagame. Mais depuis l'Ouganda, les forces spéciales américaines qui étaient dans l'opération du Rwanda avec Kagame ont accompagné Kabila avec les forces de Kagame aussi, ont accompagné jusqu'à Kinshasa pour le mettre en place et qu'il devienne président. Voilà. Et la contrepartie d'avoir été mis en place par les Américains et par Kagame, par le Rwanda, ça a été de donner l'exploitation des mines du Nord Kivu et de l'Ituri, qui sont actuellement, vous savez, cette zone de conflit permanent, ça a été de les donner en exploitation, entre guillemets, au Rwanda, qui s'est retrouvé producteur et exploitant de mines, alors qu'il n'avait pas de mines chez eux. Notamment et ça a perdu, et ça a perdu toute la zone, on peut le dire. Et depuis, c'est une zone de guerre. Je parlais des Américains pour Kabila, mais ceux qui auraient encore quelques doutes sur ce que je dis, on va s'en tenir à Abré, par exemple. Jusqu'au bout, ils ont soutenu Abré. Jusqu'au bout. Et pour poursuivre encore le troisième, et je m'arrêterai là-dessus, l'affaire du Rwanda. Franchement, bon là, je vais pas en parler, mais il y a bien un responsable de ce qui s'est passé, et notamment du massacre des Tutsis au Rwanda, moi je veux bien que ce soit pas Kagame, mais alors il faut m'expliquer. Il était armé, entraîné par les Ougandais, eux-mêmes, armés et soutenus par les Américains. Ah oui. Donc là encore...
Bon, en ce moment, on va peut-être changer de position parce que Oui, toute c'est la en train communauté d'évoluer. internationale est en train de... J'ai vu voilà. avec plaisir que les Américains sont en Voilà, train d'évoluer voilà, maintenant, sur le Rwanda voilà. et que peut-être que la vérité va commencer à sortir. Et là, on va peut-être être les seuls à défendre pendant quelques temps, mais pas longtemps, Oui. Kagame, réélu démocratiquement. Vous parliez de la démocratie, Oui. on pourra en parler, à 99, je suis désolé, je n'ai bien pas le sûr. chiffre exact, 99, pour la xème fois, là, il y a quelques mois. On a vu donc les influences étrangères, on a vu les Américains, les Chinois aussi qui ont... Chinois, c'est l'avenir du futur. Hein. Ben, Si je m'en tiens au 9e sommet, le dernier sommet, là, ce que vous Oui, le dernier, oui. alors, à la différence des Russes, premier fournisseur d'armes de l'Afrique, eux, c'est premier partenaire commercial de l'Afrique. Donc, et puis avec des visées politiques. Il y a une stratégie à moyen et long terme. Il y a la poursuite de la route de la soie. Il y a des crédits. Alors, autant les Russes n'ont pas tenu leurs promesses du sommet Russie-Afrique de 2019, pour des raisons, l'Ukraine, etc., tout ce qu'on veut, autant la Chine, elle s'est engagée sur des fonds incroyables. 50 milliards de dollars, je crois, pour l'infrastructure, 100 et quelques milliards de dollars en ligne de crédit, enfin, je vous passe les 70 milliards que les entreprises chinoises investiraient aussi de leur côté. C'est énorme. Donc, quand on entend des chiffres pareils, c'est sûr que nous, on est à la pêche pour 2 milliards. Ouais, bien sûr. On ne peut pas lutter. Alors ça aussi, 1 million de Chinois sur le sol africain. C'est actuellement, les Chinois, c'est la population étrangère la plus nombreuse sur le territoire africain. À un moment, c'était les Français, c'est fini, c'est archi fini. Quand même, ouais. Hein, ça n'avait rien à voir. Là, il y a 1 million de Chinois actuellement en place en Afrique. Hein.